Chaque jour, des milliards d'internautes se connectent sur la plus grande chaîne de télé du monde. Une chaîne sur laquelle on peut zapper entre des sketchs d'humoristes. Je crois que ma mère, c'est la personne qui tape le moins vite au monde sur un clavier. Des chanteurs en herbe plus ou moins talentueux. Des chats qui font n'importe quoi. Et même des expertes en maquillage. Il est passé où le démaquillant? Démaquillant! Des programmes souvent fabriqués par des anonymes. Rien que sur YouTube, centaines de vidéos sont mises en ligne chaque minute par une multitude d'internautes. Ce sont autant de candidats à la célébrité. Parmi eux, il y a Jérémy et Flo, 25 ans, deux jeunes musiciens originaires d'Arcachon. Cette reprise d'un tube à la mode, filmée avec un ordinateur portable, ne paie pas de mine. Elle a pourtant été visionnée près de 800 000 fois. Un succès qui a changé leur vie. Nous retrouvons Jérémy et Flo à Paris, dans un studio d'enregistrement. Grâce à leur popularité sur le web, le duo a été repéré et signé par une grande maison de disques. Leur nom de scène, Frérot de la Vega. C'était comment? Inconnus il y a quelques mois, ils viennent d'enregistrer leur premier single et préparent une tournée dans toute la France. Nous, on vient complètement d'Internet. Ouais. Si Internet n'existait pas, on n'aurait jamais fait de musique, on n'aurait jamais montré ce qu'on faisait, on serait resté à jouer dans notre chambre. S'il n'y avait pas eu autant de vues, les professionnels ne se seraient pas intéressés, je pense. Enfin, j'en suis certain même. Parce que maintenant, ils ne prennent pas de risques, clairement. C'est, voilà. S'ils sentent qu'il y a un public, s'ils sentent qu'il y a du monde, ils y vont à fond. S'il n'y a pas ça, c'est un peu plus compliqué. Après, je pense qu'on a quand même quelque chose aussi, nous, qui fait que ça peut le faire. Leur nombre de fans a encore augmenté en avril dernier, grâce à leur passage dans une célèbre émission de télécrochet. Le duo n'a pas remporté la compétition, mais leur premier single s'est classé le jour de sa sortie dans les 10 meilleures ventes en ligne. Et leur clip n'a plus rien d'amateur. Ça serait quoi pour vous un bon chiffre de visionnage sur ce clip-là? Le million. Le million. Les Frérots de la Vega, c'est un conte de fées 2.0. Mais sur le web, il n'y a pas que de belles histoires. YouTube, Facebook, Twitter, les compteurs des réseaux sociaux sont devenus le Graal des artistes, mais aussi des hommes politiques et des marques. Ces chiffres sont synonymes de popularité, d'influence et de vente. Mais quel crédit accorder à ces baromètres de la notoriété? Que penser des plus de 4 millions d'abonnés du pape sur son compte Twitter? Des 2 milliards de vues sur YouTube du chanteur coréen Psy. Peut-on truquer ces chiffres pour manipuler l'opinion, les électeurs ou les consommateurs? Peut-on devenir célèbre en manipulant les réseaux sociaux? C'est l'expérience que nous avons voulu mener. En 48 heures et quelques coups de fil, nous montons un faux groupe de musique. Nos complices, les voilà. 4 jeunes comédiens chanteurs, Florent, Lina, Lucas et Camille. Inconnus du grand public, ils font partie de troupes de théâtre à Paris. Nous leur avons donné rendez-vous dans un studio d'enregistrement. Ah, bienvenue au studio. Merci. Merci. Vous pouvez mettre par là? Ouais, installez-vous comme vous voulez, comme ça, où vous voulez. Ils sont reçus par Geoffroy, ingénieur du son et compositeur à ses heures perdues. Ça vous plaît? On y va, on essaye. À notre demande, Geoffroy a bricolé la veille une mélodie sur un coin de table.
Voilà, le morceau s'appelle Fake Friends. Ok. 1, 2, 1, 2. Hey man, you've got to move it. Your friends are fading away. Notre faux groupe découvre les paroles. Nous les avons écrites nous-mêmes en anglais. C'est plus facile quand on manque d'inspiration. You need some new friends. You don't have to change. There's only fake friends. 3 prises suffiront pour mettre le morceau en boîte. D'accord, quand vous voulez. Avec l'aide d'un professionnel, nous tournons un vidéoclip dans la supérette du coin. Les costumes sont rudimentaires et la chorégraphie improvisée. Pour finir le clip sur une note un peu plus glamour, une salle de spectacle parisienne nous a prêté sa scène quelques heures. Ça tourne déjà, mettez-vous dedans. Attitude les gens, attitude. Un peu de lumière, beaucoup de fumée, ils ressemblent à s'y méprendre aux candidats d'un télécrochet à la mode. Yes, c'est dans la boîte, merci. Il ne manque plus à notre faux groupe qu'une photo officielle Validé. Plus serré, plus serré. Ça va être ça. et un nom. Ce sera les Like Us. Nous allons assurer nous-mêmes la promo du groupe sur Internet. C'est simple et ça ne coûte rien. En quelques clics, nous postons sur YouTube la vidéo du clip. Nous créons aussi une page Facebook et un compte Twitter. Nous espérons bien créer le buzz sur la toile. Une semaine plus tard, on est très loin du compte. 18 vues sur YouTube, seulement 3 amis sur Facebook. Même sort sur Twitter, avec seulement 10 abonnés. Les Like Us sont en panne de notoriété. Mais sur le web, nous découvrons qu'il existe des solutions. Des centaines de sites commerciaux offrent de doper votre popularité. Attirez l'attention, démarquez-vous sur le web, devenez célèbre. Boostez rapidement dès aujourd'hui tous vos réseaux sociaux. À en croire ces offres, il suffirait de payer. Les 25 000 vues YouTube, ici c'est 55 €. Là, les 1000 fans sur Facebook, 19,90 €. Ou encore 2000 abonnés Twitter à prix cassé, 15,90 €. Nous décidons de tester leur service. En ligne, nous entrons en contact avec l'un de ces sites, Be More Popular. Le service client est assuré 24 heures sur 24 par un certain Tom. Bonjour, je suis en France. Est-ce que ça marche les 500 000 vues? Oui, 500 000 ou même 1 million, ça marche. C'est sûr, je veux promouvoir un groupe de musique et je ne voudrais pas me faire punir par YouTube. Oui, nos vues sont sûres. Nous passons commande de 500 000 vues sur YouTube pour 200 €. La totalité des vues sera livrée en une semaine. Le paiement se fait d'avance sur Internet. 72 heures plus tard, c'est bien parti. Notre compteur YouTube affiche déjà plus de 220 000 vues. En prime, le site nous a même fourni des commentaires dithyrambiques de fans. Apparemment, ils ne sont pas français. Parmi eux, une certaine Liana Gomache. Mon Dieu, je vous adore. Ou encore Sylva Saron Super like. et une Lily Schisthofer. J'ai tellement hâte d'écouter vos autres morceaux. Mais qui sont réellement ces admirateurs? En attendant de voir le résultat définitif de notre expérience, nous tentons d'en savoir plus en nous adressant à l'un de ces sites qui vend de la notoriété. Il s'appelle acheterdesfans.com. Il s'agit d'une agence de marketing digital dirigée par un Français, Thibaut.
Le voici. Il a la vingtaine. Le siège de son entreprise, créée en 2012, se trouve en région parisienne. Elle emploie une dizaine de personnes qui, chaque jour, vendent de la notoriété à des particuliers ou à des entreprises. La journée commence par le coup de fil d'un client qui a passé commande la veille. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu votre téléphone sur acheterdesfans.com. Oui, d'accord. Et on a passé une commande hier soir. Je voulais savoir si c'était bien pris en compte, comment ça se passait. Je vais regarder ça tout de suite. C'est pour 10 000 fans Facebook non ciblés? Ouais, voilà. Bah, on s'en occupe dans un délai de 48 heures. Les fans, après, ils restent. Bien sûr, il reste dans le temps. Après, s'il y a des pertes un peu trop grosses, nous, on s'engage à les remplacer de toute façon. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est un client dans la musique qui a commandé 10 000 fans Facebook pour booster son artiste, pour qu'il soit un peu plus crédible, je pense, aux yeux des majors, etc., quoi. Ceux qui vont être les plus gourmands, c'est quand même, on va dire, le milieu artistique en général. Ensuite, les petits entrepreneurs qui veulent montrer qu'ils y arrivent, que ça bouge, que leur projet avance. Voici la page Facebook d'un de leurs clients musiciens. Sur son compteur, nous regardons la courbe de l'évolution des fans. Avant, elle stagnait à 0 fans par semaine. Grâce à l'intervention de Thibaut, soudainement, fin janvier, elle monte à 5000 fans. Aucun des clients de Thibaut n'a voulu être interviewé. Le jeune patron, lui, parle sans complexe de son business. À la base, quand même, acheter des fans Facebook, ça peut être assimilé à une tromperie envers le client, mais bon, on va dire que ça fait partie des centaines de tromperies que chaque entreprise met en place pour acquérir des clients, quoi. Les entreprises ont toujours cherché à améliorer leur confiance en trompant plus ou moins leurs clients. Je veux dire, c'est pas un phénomène qui est nouveau, quoi. C'est juste le support qui est différent. En 2 ans, Thibaut affirme avoir vendu plus de 7 millions de fans, 10 millions de followers et 27 millions de vues à des clients français. Nous découvrons que Thibaut ne produit pas lui-même cette fausse notoriété. Il la sous-traite. Tiens, ferme la porte, Léo. Hello, guys. Sous nos yeux, il appelle l'un de ses fournisseurs. Je voulais te parler de notre dernière commande de fans. Tu sais, pour Facebook. Il s'appelle Abdul et il est basé au Pakistan. Pas de problème, on peut te fournir ces 10 000 fans Facebook. Normalement, pour cette commande, ça prendra maximum 24 heures. On fait appel à des personnes dans les pays à faible coût, comme le Pakistan, etc. Ils sont devenus très forts en marketing sur les réseaux sociaux et sur une cible monde, ils sont plus forts que nous. Comme pour nombre de produits de grande consommation, la fabrication de vues de fans et de followers est délocalisée. Retour sur la page YouTube des Likers. Comme promis par notre fournisseur, au bout d'une semaine, le clip a atteint et même dépassé les 500 000 vues. En cliquant sur les statistiques de YouTube, nous découvrons que les Likers séduisent surtout en Ukraine, en Inde et même au Bangladesh. Ce pays serait devenu le leader mondial de la fabrication de popularité en ligne. Nous sommes à Dhaka, capitale du Bangladesh. Ici, une personne sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. À Dhaka, les Bangladais sont pauvres, mais connectés. Depuis 2011 et l'arrivée de la 3G dans le pays, la vente de fans est devenue une source de revenus pour nombre de Bangladais. Université de Dhaka. D'après nos informations, c'est là que nous trouvons des fabricants de notoriété. Nous nous invitons dans un cours d'informatique. Ici, on apprend à manipuler des logiciels comme partout dans le monde. Sauf qu'en marge des cours, les étudiants ont une autre activité. Parmi vous, qui vend des abonnés sur les réseaux sociaux?
La moitié de la classe finance ses études grâce à ce business. Parmi eux, Royce. Il a 23 ans. Le soir après ses cours, il accepte de nous montrer comment il fabrique de la notoriété sur le web. Royce partage un appartement de 3 pièces avec 8 autres étudiants en informatique. Tous sont fans de cricket, le sport national. C'est dommage car la réception télé n'est pas très bonne ce soir. On regarde le match entre le Bangladesh et l'Inde. C'est le premier match de la Coupe d'Asie de cricket. Cela fait 2 ans que Royce et ses copains sont venus s'installer à Dhaka. Nous sommes tous originaires du Bengale du Nord. Là-bas, tout le monde travaille dans l'agriculture. Mon père est agriculteur et ma mère est femme au foyer. Ils m'ont envoyé ici pour faire mes études. Après le match, comme chaque soir, tous se mettent au boulot et s'installent devant leurs ordinateurs. C'est impossible. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur. Mes parents me l'ont offert en 2008. Aujourd'hui, je passe plus de temps avec lui qu'à dormir, étudier ou même traîner avec mes amis. Je suis devant mon écran minimum 12 ou 13 heures par jour. Royce et ses amis passent leur nuit à générer des milliers de fans sur Internet. Mais comment font-ils concrètement ? Royce possède une dizaine de pages Facebook qu'il alimente chaque jour en articles et vidéos. Et chacune est consacrée à un thème populaire au Bangladesh. Les joueurs de cricket, les mariages des célébrités locales, ou encore les amours des adolescents. Des centaines de milliers de Bangladais s'y sont abonnés. Avec mes pages Facebook, j'ai un réseau sur Internet de 3 millions d'amis. Et je suis capable de générer 10, 20 ou même 100 000 fans. Ce sont ces 3 millions d'internautes bangladais que Royce sollicite à volonté et sans les rémunérer pour fournir des fans à ses clients. Nous lui proposons de tester sa méthode. Cette fois, nous voulons booster la page Facebook de notre groupe de musique. Pour le moment, nous n'avons que 3 fans. Royce nous en promet 1 millier. Pour commencer, sur sa page Facebook consacrée au cricket, il lance ce message. Salut les amis! Allez liker cette page. Quand on appuie sur Like, dans le jargon de Facebook, ça veut dire qu'on devient fan. J'incite mon réseau d'abonnés à aimer votre page. Et vous allez voir, certains vont cliquer sur le bouton Like. D'après Royce, sa technique marche à tous les coups. Les Bangladais cliquent sur le bouton Like car ils aiment tout. Le sport, la moto, les pièces détachées de moto. En seulement quelques heures, plus de 1000 Bangladais deviennent fans de notre groupe sur sa page Facebook. Ces clics permettent à Royce et à ses colocataires de gagner chacun $200 par mois. C'est 3 fois le salaire moyen du pays. Actuellement, j'ai 9 clients internationaux. Et je travaille à temps plein pour eux. Certains sont basés aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Parmi eux, un concessionnaire de motos américain, un agent immobilier du Maryland et même en France, le propriétaire d'une boutique d'articles de sport savoyarde. Il est apparemment en quête de popularité. Pas sûr que ses fans bangladais viennent un jour lui acheter des skis. Ça n'a pas d'importance que les likes ne viennent pas d'Australie ou des États-Unis. S'ils viennent du Bangladesh, d'Inde ou d'ailleurs, les consommateurs de nos clients ne le sauront pas. Ils verront juste beaucoup de likes, des millions de likes, et qu'importe la provenance. C'est pour ça que des entreprises du monde entier font appel à nous. Royce vend le millier de likes au prix de 10 €. Il est possible de trouver à Dhaka des tarifs bien moins chers. Mais ceux qui les proposent sont plus discrets.
Le lendemain, en caméra cachée, accompagnée de notre traducteur, nous parvenons à rencontrer l'un d'entre eux en nous faisant passer pour des acheteurs. Enchanté de faire votre connaissance. Vous parlez anglais? Pas vraiment. Ibrahim est lycéen. Il a 19 ans. Il propose des prix imbattables. 4 € pour 1000 likes sur Facebook et 8 € pour 10 000 vues YouTube. 2 fois moins cher que Royce. Ses délais de fabrication seraient 10 fois plus courts. Nous essayons d'en savoir plus sur sa méthode. D'habitude, je n'en parle pas aux clients, mais je vais vous expliquer. En fait, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui génère des likes et des vues. Contrairement à Royce, Ibrahim n'utilise pas les clics de ses compatriotes, mais une sorte de robot numérique. Chez un ami, il accepte de nous montrer comment il procède. Alors voici un lien YouTube, d'accord? Maintenant, je mets en route le logiciel. Voilà, c'est fait. C'est marqué en cours. Maintenant, il faut un peu de temps pour que ça se lance. Pour préserver ce qu'il considère comme son secret industriel, le jeune homme prend soin sur l'écran de cacher avec son pouce le nom du logiciel. Son principe est simple. Il crée d'abord des identités numériques fictives. Celles-ci cliquent ensuite automatiquement sur les vidéos et génèrent des milliers de likes et de vues. Quand les réseaux changent leurs conditions d'utilisation, ça rame un peu. Et mon logiciel peut être bloqué pendant plusieurs jours. En ce moment, avec YouTube, ça fonctionne bien, ça va vite. En un clic, il peut créer 10 000 vues sur YouTube, totalement fictives. Toutes ces manipulations sont formellement interdites par les réseaux sociaux. Dans les conditions d'utilisation de YouTube, il est précisé. Vous vous engagez à ne pas utiliser ni lancer un système automatisé, notamment tout robot. Et dans celle de Twitter, les internautes sont prévenus. Si vous vendez des abonnés, si vous achetez des abonnés, cela risque d'entraîner une suspension de compte définitive. Et pourtant, sur Twitter par exemple, il se vendrait chaque année selon un cabinet spécialisé pour 260 millions d'euros de faux followers. Twitter, les hommes politiques en raffolent. Au point que certains sont soupçonnés d'acheter une partie de leur popularité. Nous sommes au siège d'Europe 1, à Paris. 6h-9h, Thomas Soto sur Europe 1. Le journal de 6h, Hélène Zélani. Bonjour Hélène. La radio a créé il y a 3 ans un site internet consacré à la vie de nos hommes politiques sur les réseaux sociaux. Europe 1 Le Lab. Thibaut Pézérat fait partie des 5 journalistes de la rédaction du Lab. Chaque jour, il passe les comptes Facebook et Twitter de nos politiques au peigne fin. On suit différentes personnes et toute la journée, ça défile. Et donc du coup, on a un œil en permanence rivé sur qu'est-ce qui se passe sur Twitter. Son but ? Repérer les scoops, les couacs en ligne, mais aussi débusquer ceux qui gonflent artificiellement leurs chiffres. Ce matin-là, quand nous le filmons, Thibaut s'intéresse à un proche conseiller du président François Hollande. Il s'appelle Fawzi Lamdaoui. Le compte Twitter de cet homme de l'ombre lui paraît suspect. Je me promène donc parmi ses followers et je me rends compte que parmi ses abonnés, donc, il y a beaucoup de profils qui ne parlent pas français, en tout cas dans leur descriptif. C'est quand même assez louche pour quelqu'un qui n'est pas connu du tout en dehors des frontières françaises. Vous voyez, un profil comme celui-là, ça ne correspond pas du tout au profil type que pourra avoir comme abonné Fawzi Lamdaoui. En enquêtant, le journaliste découvre qu'en janvier dernier, 40 000 personnes se sont soudainement abonnées sur le compte Twitter de ce conseiller de François Hollande. Si Fawzi Lamdaoui s'est effectivement acheté des followers, il devait penser que ça le rendrait plus populaire, que ça donnerait une image de puissance et de force de frappe en ligne. Mon premier instinct, ce serait de penser qu'il l'a fait
Et il a acheté des followers en pensant qu'il se serait plus populaire. Mais je l'ai appelé, il dément. Donc c'est sa parole contre celle des robots sur Twitter, quoi. Fawzi Lamdaoui, que nous avons contacté, a refusé de répondre à nos questions. Sur quels éléments nos confrères d'Europe 1 font-ils leurs soupçons? Avant Fawzi Lamdaoui, ils avaient épinglé en 2012 une ténor de l'UMP, Nadine Morano, en se basant sur ce graphique. C'est le nombre d'abonnés Twitter de l'ancienne ministre. Alors qu'elle n'a aucune actualité en cette fin d'été 2012, ses followers augmentent en 3 jours de 50%. Elle a démenti toute manipulation. Une semaine plus tard, son compte Twitter revenait à la normale. Récemment, le même scénario s'est écrit avec une candidate au municipal de Paris. Roxane Decorte, qui est une dissidente UMP dans le 18e arrondissement de Paris, pareil, on s'est rendu compte d'une explosion, alors que la fille est connue à l'échelle du 18e arrondissement. 35 000 followers, c'est énorme pour un personnage de cette envergure-là. Et on se rend compte qu'en fait, quand on regarde dans le temps, l'explosion de son nombre de followers coïncide à peu près à son entrée en dissidence dans la campagne parisienne. C'est des coïncidences, enfin, troublantes. Qu'en pense l'intéressé? Nous retrouvons Roxane Decorte en pleine opération de tractage sur un des marchés du 18e arrondissement de Paris. Et parlez-en autour de vous, chaque voix compte. Merci. Interrogée, elle va botter en touche. J'ai vu sur les réseaux sociaux, entre autres, qu'il y avait eu toute une polémique autour de l'explosion du nombre de followers sur Twitter, sur votre compte Twitter. Alors attendez, ça on y est strictement pour rien. J'étais avec mon directeur de campagne à la maison, mon mandataire financier, et je vois d'un seul coup mon compte Twitter avec plein de followers qui arrivaient. Au début, ça m'a inquiété, mais je n'arrivais pas à les bloquer. Et quand j'en ai vu, c'est plus de 20 000. Je me suis dit, il faut arrêter tout ça tout de suite, quoi. Et je voyais bien qu'ils n'étaient pas en plus des Français. Donc, c'est quoi votre explication, selon vous, là-dessus? J'ai pas vraiment d'explication. C'est arrivé à d'autres personnes, je pense que c'est ce qui arrive en politique. Je vais vous dire, moi j'ai des lettres anonymes tous les matins dans ma boîte aux lettres. J'ai eu plein de petites choses comme ça sympathiques dans cette campagne. C'est le jeu. L'équation entre popularité virtuelle et popularité réelle n'est pas si simple. On se retrouve dimanche. Oui. Faut en parler, hein. Avec 35 000 abonnés sur Twitter, Roxane Decorte n'a récolté que 2000 voix aux dernières élections municipales. Personnalité de second plan ou grandes stars internationales, désormais, sur les réseaux sociaux, les soupçons de fraude n'épargnent personne. L'été dernier, c'est au tour de Lady Gaga, la reine de la pop, d'être au cœur de la polémique. Lady Gaga tromperait ses fans pour avoir plus de vues sur YouTube. Son nouveau single Applause récolte des millions de vues et pourtant, elle est accusée de tricher sur YouTube pour gonfler sa popularité. Tout commence avec la mise en ligne du clip de son dernier single Applause. Au bout d'une semaine, il affiche 14 millions de vues sur YouTube. C'est bien, mais c'est 2 millions de moins que le clip de sa grande rivale, Katy Perry, qui comptabilise 16 millions de vues. Lady Gaga ou son entourage ont-ils eu du mal à accepter cet écart? Une chose est sûre, quelques jours plus tard, les fans de la star ont reçu une bien étrange consigne. Nous sommes à New York. Mark, 19 ans, est étudiant à la faculté de Broadway. Il fait partie de ceux qui ont aidé le compteur de Lady Gaga à s'emballer. Mark est membre de la communauté de fans les plus inconditionnels de la chanteuse. On les appelle les Little Monsters. Chaque jour sur Internet, il envoie des messages et des tweets pour vanter le talent de sa star préférée. Ce qui me donne envie de l'aider et de la supporter, c'est qu'elle est tellement généreuse. Pas matériellement ou musicalement. Elle est surtout tellement généreuse en tant qu'être humain. C'est pour ça que je veux qu'elle réussisse. Mark a rencontré son idole en chair et en os à plusieurs reprises. Il a même été photographié avec elle.
En août dernier, lui et les 40 millions de fans de Gaga dans le monde reçoivent ce tweet du compte officiel de leur idole. Copiez ce lien et appuyez sur Play. Il contient un lien vers le clip de son dernier single, Applause. On a été tous surpris de recevoir ce tweet. Jamais Gaga ne nous avait envoyé un message pour nous demander de regarder ses clips. On s'est dit, pourquoi fait-elle ça? Tiens, elle s'intéresse aux vues et au classement. C'était peut-être une erreur, mais on s'est dit, ok, faisons en sorte que ce clip soit le plus vu sur YouTube. À première vue, rien de répréhensible. Sauf que le lien est trafiqué. Quand on clique dessus, le clip de Gaga ne passe pas une fois, mais 150 fois. Il tourne en boucle pendant 6 heures sur YouTube. Selon vous, c'est tricher de laisser tourner un clip pendant 6 heures? Oui, c'est sans doute tricher si on ne regarde pas vraiment le clip. Par contre, si tu t'assois et que tu le regardes pendant 6 heures, là je dirais que ça va. Pas de chance pour Lady Gaga. La manip va être rapidement découverte par la presse musicale américaine. Face au scandale, YouTube supprime les millions de vues frauduleuses de la chanteuse. Les réseaux sociaux ont-ils les moyens de lutter contre ces tricheurs qui remettent en cause leur crédibilité? La question est sensible. YouTube et Facebook ont décliné nos demandes d'interview. Nous parvenons à joindre un responsable de Twitter France. C'est malheureusement un jeu de chat et de la souris, quoi. C'est que vous avez des gens mal intentionnés qui sont en train d'utiliser des outils toujours plus puissants, toujours plus difficiles à détecter pour arriver à des fins et pour commercialiser des choses qui ne devraient pas être commercialisées. Et nous, de notre côté, on est obligé de se battre et de tout le temps innover, tout le temps essayer d'avoir un coup d'avance. Et c'est quelque chose contre lequel nous, on se bat et on va très très loin dans le conflit avec ces boîtes-là. On a réussi à démontrer aux États-Unis que ça portait préjudice à notre business model. Et donc, ils ont été fermés par les autorités américaines. Mais on ne s'expose pas dans les médias parce que ça va juste les titiller et les encourager à aller encore plus loin. En mai dernier, Twitter fait condamner en justice 5 sociétés de San Francisco qui commercialisaient de faux followers. En France, nous sommes retournés dans les locaux de la société qui vend des fans et des vues. Après 2 années d'activité, Thibault le patron n'a jamais été inquiété. À l'entendre, il y aurait des techniques pour déjouer la surveillance des géants du web. La première règle serait de ne pas dépasser les 30% de faux. Une page à 10 000 fans, on va lui conseiller de ne pas passer par nous pour acheter plus de 3 000 fans. Parce que après, il commence à y avoir un risque au-delà. Un risque de quoi? Il peut y avoir un risque que Facebook ou Twitter ou YouTube saute la vidéo, le compte ou la page. Avec les Like Us, nous avons commis une erreur de débutant. Leurs 500 000 vues apparues du jour au lendemain ont attiré l'attention de YouTube. Au bout d'un mois, notre vidéo est finalement désactivée. Ainsi s'achève notre expérience et la carrière de notre groupe. Sur Internet, on peut trafiquer les compteurs. Mais on peut également manipuler les contenus pour tromper le consommateur. C'est ce que tentent de faire certaines marques en utilisant la notoriété des petites stars du web. Sur YouTube, d'illustres inconnus ont acquis une vraie popularité. C'est le cas de celles qu'on appelle les youtubeuses. Il s'agit de blogueuses qui donnent leurs conseils pour se coiffer, se maquiller, s'habiller. Donc tout d'abord, on va commencer avec une nouveauté, donc c'est l'huile démaquillante de chez L'Oréal que je teste depuis à peu près 2 semaines maintenant. Ces vidéos d'amateurs et de passionnés ont un réel pouvoir d'influence. Un consommateur sur 3 consulterait des blogs aujourd'hui avant de passer à l'acte d'achat. Mais derrière ces visages, parfois des marques avancent masquées. Nous sommes à quelques kilomètres d'Angers. Un joli pavillon. C'est là que vit une youtubeuse de 21 ans.
Madison est étudiante et vit chez ses parents. Elle tient un blog depuis 2 ans. C'est une passionnée de mode et de maquillage. Une fois par semaine, elle transforme sa chambre en studio d'enregistrement. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Une vidéo haul, ça consiste à déballer devant la caméra ses derniers achats. Il y a une paire de chaussures, donc c'est des slippers blanches, toutes simples. Madison a eu un coup de cœur pour un nouveau magasin lors de son dernier passage à Paris. Et j'ai trouvé ces chaussures roses, mais juste trop mignonnes. Donc je les ai eues pour 7 €. 7 € encore une fois, c'est rien du tout pour des chaussures. Ces vêtements, elle les a achetés avec son argent de poche. Franchement, enfin, ça défie toute concurrence. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et tu parles à qui là en fait? Donc en fait, je parle à mes abonnés. Donc voilà. Et c'est qui? Des jeunes filles, la plupart du temps. Donc à mon avis, il y a quoi? 98%, 99% de jeunes filles. Donc qui ont entre, à mon avis, 14 et 17 ans à peu près. Sur son blog, Madison est suivie par des dizaines de milliers d'ados. Elle a créé sa chaîne YouTube il y a 3 mois. Et elle compte déjà 57 000 abonnés. Certaines de ses vidéos dépassent les 100 000 vues. Un succès qui n'a pas échappé aux marques. Depuis quelques mois, elles lui envoient leurs produits gratuitement pour que Madison les teste dans ses vidéos. Donc, par exemple, récemment, là, j'ai reçu une box. Donc, c'est une box en fait de bijoux de créateurs qui s'appelle Emma et Chloé. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Madison est aujourd'hui sollicitée par les plus grands groupes de cosmétiques. À travers elle, La Roche-Posay ou Caudalie espère sans doute toucher une audience très ciblée, jeune et féminine. Sollicitée pour une interview, ces 2 marques n'ont pas donné suite. Madison n'en fait pas mystère. Elle sait que ses vidéos ont une valeur publicitaire. Là, récemment, j'ai eu une marque pour les cheveux qui m'a contactée. Et sinon... Elle te proposait quoi, par exemple? Elle me proposait 700 €. Je lis le mail, déjà, j'étais hyper contente de pouvoir travailler avec la marque. Je fais, ouais, c'est génial et tout. Et puis au final, je fais, ah oui, en plus, c'est payé. Je fais, ah bah, c'est cool, quoi. Enfin, je m'y attendais vraiment pas. À la base, je l'aurais fait même sans être payée largement. Donc, Pas de quoi rouler sur l'or pour autant. Entre son blog et sa chaîne YouTube, ses publicités lui rapportent 200 € par mois en moyenne. La notoriété de la jeune fille n'intéresse pas que les marques de cosmétiques. Par exemple, dans ce texte, elle vante les mérites d'un site de location d'appartements, Housetrip, dont elle a placé le lien commercial. Une pratique qui n'a rien d'illégal, à condition de préciser que c'est de la publicité. ce lien-là, j'ai été rémunérée pour le mettre dedans. D'accord. Ouais. Oh, combien c'était? Je crois que c'était 70 €. Donc voilà, 70 il me semble, ça devait être ça. Voilà, c'est plutôt pas mal pour juste placer un lien. Ouais. Voilà. Ok, et là par exemple, tu précises que c'est de la publicité, en l'occurrence? Là, je l'ai pas précisé du tout. Et pourquoi? Je sais pas, parce que je voyais pas l'intérêt en fait de dire que j'avais été rémunérée de temps pour dire ça. Est-ce que toi, il y a une forme de tromperie à toucher de l'argent pour parler de produits sans le dire aux lectrices? Bah... Oui et non, pas forcément, parce que, je sais pas trop en fait. Madison mesure-t-elle où se situe la frontière entre son statut de blogueuse indépendante et celui de vitrine publicitaire? Ce n'est pas certain. À Paris, nous interrogeons à ce propos un spécialiste du droit numérique, Maître Barbry. Je connais peu de monde dans le monde des blogueurs d'influence dont l'objectif est de tromper le consommateur. Mais par contre, effectivement, ils n'ont même pas la conscience ou la connaissance du droit primaire qui fait qu'ils se mettent eux-mêmes en danger sans le vouloir ou sans le savoir. Les gens n'ont pas forcément pris la mesure de ce qu'effectivement, derrière le blog sponsorisé, il y avait un véritable acte juridique. C'est vraiment de l'annonce, c'est vraiment de la publicité, il y a vraiment des problématiques juridiques derrière, il y a des obligations à respecter, notamment singulièrement une obligation de transparence. Et si on est effectivement sur un mécanisme qui est de l'ordre du manquement à la transparence, c'est-à-dire de la tromperie, on va appeler ça comme ça, au regard du droit de la consommation, on est sur une matière pénale. Donc, qui dit pénal, dit nécessairement prison, dit amende. Donc, les montants ou les risques en jeu peuvent être non négligeables. Il y a des blogueurs un peu inconscients, mais aussi des marques qui n'hésitent pas à leur demander de tromper leurs lecteurs.
C'est la mésaventure qu'a connue récemment Marie. Enseignante à Metz, depuis 4 ans, elle tient un blog consacré à son quotidien de maman. Couches, poussettes, biberons, elle y distribue les bons et les mauvais points. Près de 2000 parents la suivent quotidiennement. Marie accepte parfois de rédiger pour des marques dans son blog ce que l'on appelle des articles sponsorisés. Selon la taille de l'article, elle touche entre 50 et 500 €. Voilà un exemple d'un billet que j'ai rédigé il y a peu justement sur les vacances avec enfants dans des clubs de vacances. Donc l'article sponsorisé est mentionné dès le début de l'article, c'est-à-dire que le lecteur n'est pas pris en traître. Dès le titre, c'est annoncé, c'est un article sponsorisé, c'est-à-dire que nous avons été payés pour l'écrire un certain montant. Mais Marie nous révèle que certaines marques ont peu de scrupules. Elle a été contactée il y a quelques semaines par un important site de e-commerce allemand, Zalando. Ce site de vente de vêtements en ligne réalise un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 milliard d'euros. Il a fait à la blogueuse une proposition surprenante. C'est un mail que nous avons reçu d'une agence qui travaille pour Zalando, qui est quand même une marque assez connue, qui a pignon sur rue, et qui demande aux blogueuses de faire un article sponsorisé, très cadré, hein, en plus, le brief est vraiment éloquent, pour une certaine somme d'argent. En revanche, la condition sine qua non de la publication de cet article, c'est qu'on ne mentionne pas que l'article a été rémunéré. Le mail est sans ambiguïté. Nous ne souhaitons aucune mention article sponsorisé ou article en collaboration, cela étant une des exigences de notre client. Donc là, clairement, on a un mail qui nous incite à entrer dans l'illégalité, à écrire un article pour une marque en prenant des risques. Marie a décliné l'offre. L'une de nos journalistes contacte l'agence de marketing mandatée par le site de e-commerce pour démarcher les blogueuses. La responsable de l'opération semble couvrir Zalando. Pas une demande de mon client. Non, parce que sur votre mail, vous dites « Cela est une exigence de notre client ». Oui, parce qu'au premier abord, je le mets comme ça, mais ça vient pas de notre client. En revanche, elle assume avoir incité les blogueuses à faire de la publicité dissimulée. Mais ça vous pose pas un problème d'éthique et de légalité ? Pas vraiment. Moi, je pense que après, je fais mon travail. Après, c'est surtout le blogueur de voir s'il accepte, s'il accepte pas, s'il garde sa transparence ou pas. Mais vous savez bien que c'est illégal de ne pas le mentionner. Oui, ça dépend, oui. Oui. Donc vous demandez aux blogueurs et aux blogueuses de faire quelque chose d'illégal. Oui, on peut dire ça comme ça. Et là, ça vous pose aucun problème? Non, parce que pour le moment, j'ai eu 90% de réussite, donc bon. Je vois qu'apparemment, les blogueurs, ils en tiennent pas tant compte que ça. Sur de nombreux blogs, nous avons trouvé en effet des articles louant le site de e-commerce. Mais jamais nous n'avons vu la mention « article sponsorisé ». Zalando contacté a décliné nos demandes d'interview. Certaines entreprises n'hésitent pas à aller encore plus loin. Elles utilisent Internet pour déstabiliser leurs adversaires. C'est ce qui s'est passé récemment près de Viry-Châtillon, en banlieue parisienne. La cible ? Un élu du département, Gabriel Amar. Et l'un de ses projets phares, une nouvelle usine de distribution d'eau potable. Comment va votre Paris? Vous allez bien? Ça va? Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça a donné quoi la phase de test là? Dans quelques jours, cette usine alimentera les habitants de 4 communes du département. Auparavant, c'était une entreprise privée qui assurait ce service. Bon. Eh ben bravo messieurs. Mais on fait ça aussi pour les générations futures. Là, c'est un outil qui va fonctionner pendant 100 ans, sans grand problème. Financée et gérée par le service public local, cette usine a pourtant bien failli ne pas voir le jour. Les ennuis pour Gabriel Amar ont commencé il y a 3 ans.
en 2011, quand il annonce la construction de cette usine. Quelques mois plus tard, un blog et un compte Twitter voient le jour. Ils sont animés par un mystérieux habitant de la localité Viry-Châtillon qui se dit touché du virus de l'écologie. Au tout début de l'histoire, Gabriel Amar ne mesure pas à qui il a affaire. Parfois, dans ce blog, il était construit tout un raisonnement pour expliquer que nous allions distribuer de la saleté au robinet aux habitants de Viry-Châtillon. Bon, moi je regarde ça comme ça, mais je me dis, bon, bah oui, ils font de la politique, et là, il y a un illuminé qui raconte n'importe quoi. Le blogueur anonyme se fait appeler Viry Nature. Dans ses articles, il va jusqu'à affirmer que le projet de Gabriel Amar mettrait en danger la santé de ses concitoyens. Comme je l'avais souligné dans mon post d'il y a quelques jours, le doute existe pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Impossible pour l'élu de savoir qui se cache derrière ces attaques. Jusqu'aux révélations en 2012 du journal Marianne. Le blog serait en fait piloté par le géant de la distribution d'eau, Suez Lyonnaise. Le projet d'usine d'eau de Gabriel Amar menacerait son monopole dans l'Essonne. La Lyonnaise aurait mandaté en secret une agence de communication, Vaissolis. C'est elle qui animait le blog pour dénigrer les projets de Gabriel Amar. L'officine ou le cabinet Vaissolis Corporate n'assumait pas son existence et se cachait derrière un citoyen qui n'existait pas. Situé en plein cœur de Paris, ce cabinet spécialisé dans la communication de crise multiplie les clients prestigieux. Google, Orange, EDF et même certains ministères. Nous avons rendez-vous avec le président de Vaissolis, Arnaud Dupuis-Casterès. Il admet avoir monté ce blog anonyme pour le compte de la Lyonnaise des Eaux, mais il en minimise la portée. Nature, c'était vous qui l'aviez créé? Non mais le blog, oui bien sûr, mais c'était à effet de teasing. C'est un blog normal de faire ce genre de blog. C'était un teasing, je vous dis. Donc faire un teasing, c'est que vous sortez un blog sur, là en l'occurrence, c'était les questions environnementales. Donc oui, c'est pas interdit de sortir un blog sur les questions environnementales. À l'entendre, le blog sensibilisait la population sur les questions liées à l'eau. Mais il n'aurait jamais attaqué la politique de Gabriel Amar. Monsieur Amar s'est fait attaquer sur Internet. Ah non, pas du tout. Alors là, c'est totalement faux. Je sais pas d'où vous sortez ça. Il s'est jamais fait attaquer. Le blog. Ah non, pas du tout. Le blog, il n'y a pas un mot qui parle de lui. Jamais il est cité. Jamais. Monsieur Dupuis-Casterès semble ignorer ce post mis en ligne par le blog qu'animait son agence. Ne vous réjouissez pas trop vite, car c'est justement cette eau que vous pourriez avoir à votre robinet dans quelques mois, si j'en crois les annonces du président de notre agglomération, Gabriel Amar. Il n'y a rien, il n'y a jamais eu de dénigrement du bonhomme, il n'y a jamais eu de mission visant à le déstabiliser ou à faire je ne sais pas quoi. Tout ça est une pure délire. Est-ce qu'on a une gueule à vouloir déstabiliser les gens, nous, ici? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Ce n'est pourtant pas ce que suggère ce contrat que nous nous sommes procurés. Il date de 2011 et lie Vaissolis à la Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise y expose ses inquiétudes face à la création d'une régie publique de l'eau dans l'Essonne par Gabriel Amar. La communication agressive de Gabriel Amar reste une menace pour la croissance de l'entreprise. Dans ce contrat, le cabinet Vaissolis est chargé de limiter et réduire en la discréditant sur le fond la communication de la communauté d'agglomération. Plus loin, on lit que Vaissolis continuera à alimenter ce blog, Viry Nature. La mission est facturée 65 000 €. La Lyonnaise promet même 45 000 € de bonus si Vaissolis parvient à faire capoter le projet de Monsieur Amar. Nous questionnons le président de Vaissolis. Le contrat qui aurait été passé entre vous et la Lyonnaise des Eaux, pour vous, tout ça, c'est des faux?
Ah mais non, mais qu'il y ait un contrat, bien sûr qu'il y a un contrat, mais il n'y a aucun problème sur le contrat. La description des missions, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était un non-sujet. Un non-sujet. Un non-sujet? Pas si sûr. Nous avons voulu interroger sur ces pratiques l'avocat spécialiste du droit du net, Maître Barbry. Si vous êtes sur une activité qui n'est pas un blog personnel, vous êtes obligé de vous identifier. Ne pas respecter cette obligation légale, c'est déjà une faute en soi et c'est pénalement répréhensible. Lire le 3e alinéa. Nous lui montrons le contrat passé entre Vaïsolis et la Lyonnaise des Eaux. Et deuxième page, il y a marqué les moyens utilisés, donc, et entre autres cette histoire de blog. Est-ce que vous avez regardé le blog? Vous voulez vraiment que je fasse ça? Ouais. Ça me paraît totalement fou. Voilà. Créer des faux sites de critiques, mais sans dire que c'est une critique politique, etc. J'entends bien qu'aujourd'hui, en droit, on a un principe de liberté et puis aussi un principe d'anonymat. Mais là c'est peut-être un petit peu exagéré. Nous avons retrouvé l'employé de Vaïsolis qui a signé ce contrat avec la Lyonnaise des Eaux. Il s'appelle Antoine Boulet. Aujourd'hui, ce spécialiste de la communication est devenu le directeur des relations institutionnelles de la BPI, la Banque publique d'investissement. Nous profitons d'une conférence de presse pour le rencontrer et lui proposer une interview. Le contrat quand vous travaillez chez Vaïsolis, vous avez travaillé... Si, cette histoire, excusez-moi. Non, mais en fait, c'est sur cette histoire de blog. On est aujourd'hui à la BPI. Oui, d'accord, bien sûr, mais... Monsieur Boulet, c'est sur cette histoire de blog, moi, que je m'intéresse, sur la création des blogs. Ah, c'est France Partenaire, oui. Vous voulez pas répondre à mes questions? Monsieur Boulet. Nous n'aurons pas de réponse. Contacté, Suez Lyonnaise des Eaux a également refusé nos demandes d'interview. Aujourd'hui, Gabriel Amar attaque Vaïsolis en justice pour trafic d'influence. L'entreprise, de son côté, attaque Gabriel Amar pour dénonciation calomnieuse. Difficile pour les internautes de démasquer les manipulateurs dans la jungle des blogs et des réseaux sociaux. Seule certitude, depuis le début de ce reportage il y a 52 minutes, plus de 5000 heures de vidéos ont été postées sur YouTube et 93 millions de likes ont été distribués sur Facebook.